Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Blue Mid Voice. Alors, du 25 au 31 mars 2024 a lieu la deuxième édition du Podcaston. Le Podcaston, c'est un rassemblement de plusieurs centaines de podcasts. En mars 2023, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses, y compris les plus populaires, ont mis en ligne un épisode hors série de leur podcast consacré à une association de leur choix. L'objectif, faire la promotion de l'engagement du monde associatif via les podcasts. Alors si vous me suivez, vous savez que l'association que je soutiens est Petit Cœur de Beurre. La vie, c'est un cœur qui bat. Quand le cœur d'un enfant est en danger, c'est la vie qui vacille. En 2022, j'ai découvert les merveilles de la chirurgie cardiaque néonatale. Ma nièce est née avec une cardiopathie mettant ses jours en danger. Elle a été opérée à cœur ouvert à l'âge de 1 mois et est maintenant rétablie et sous suivi espacé des cardiologues. Voilà pourquoi j'ai choisi de soutenir Petit Cœur de Beurre, car c'est une association de soutien aux personnes nées avec une cardiopathie congénitale. Cela concerne un enfant sur 100. L'association apporte son soutien moral et logistique aux personnes concernées et leurs familles tout au long de la vie, de l'anténatal à l'âge adulte, aux structures hospitalières et à la recherche médicale. Gaëlle Marguin, la fondatrice de Petit Cœur de Beurre, et ma sœur, Hélène, sont mes invités aujourd'hui autour du sujet de la cardiopathie, du syndrome charge et des espoirs autour de ces deux sujets. Alors je compte sur vous pour être très nombreux à écouter ce numéro spécial et surtout à soutenir cette association de cœur. Et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Gaëlle et bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là pour cet épisode spécial Podcaston, donc pour soutenir l'association Petit Cœur de Beurre. Donc Gaëlle, tu es là pour en parler et donc Hélène, tu es ma sœur et tu viens nous parler en fait d'une maladie rare et donc là je laisse un peu de suspense et je te laisserai en parler. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Peut-être Gaëlle, si tu souhaites commencer, juste te présenter, puis présenter l'association Petit Cœur de Beurre et puis sa mission. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Gaëlle. J'habite en région Île-de-France. Je suis la maman de 5 enfants en famille recomposée. Et mon petit dernier, qui s'appelle Balthazar, va bientôt fêter ses 10 ans. Et il est né avec une malformation cardiaque, une cardiopathie congénitale, ce qui m'a poussée à fonder l'association Petit Cœur de Beurre, donc à sa naissance, il y a 10 ans. Et donc, on s'occupe des patients atteints de cardiopathie congénitale et leurs familles, depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à des problématiques adultes. C'est vraiment une belle mission. Et, euh, et donc, Hélène, toi, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de Gaëlys, ta fille et ma nièce, et de la maladie rare dont elle est porteuse, s'il te plaît? Oui, alors Hélène, donc je suis maman de 2 enfants et donc un grand qui a 8 ans et une petite qui vient d'avoir 2 ans, donc Kaelis, qui est porteuse du syndrome Charge, donc comme le nom l'indique, CHARGE. Et dans cette maladie rare génétique, on a la plupart du temps une cardiopathie congénitale que l'on découvre à la naissance. Et là, ça a été le cas pour Kaelis. Voilà. Et donc, cette maladie génétique ne s'arrête pas uniquement à cette cardiopathie. Elle touche les principaux organes du corps et les sens, les 5 sens. Donc, là, Kaelis, pour le coup, alors c'est un peu une loterie, hein, comme toute maladie génétique. On n'a pas forcément le cas le plus grave. On n'a pas forcément le cas le moins grave. Et donc, Kaelis, pour le coup, a été opérée d'une cardiopathie à l'âge de 3 semaines. Et elle est en déficit sensoriel, auditif, olfactif et visuel. Voilà. Oui. Et est-ce que tu pourrais juste nous partager le parcours et votre expérience en tant que famille depuis la découverte de ce syndrome Charge dans la vie de Kaëlys, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc la grossesse s'est très bien passée, ça c'est important de le préciser. Il n'y a pas eu de diagnostic in utero de la maladie génétique ou de la cardiopathie. Donc on va dire que l'accouchement s'est fait naturellement. Elle n'a pas eu de malformation au niveau respiratoire et digestif qui peuvent être
des aspects du syndrome charge. Donc, en fait, on n'a pas détecté sa maladie à la naissance. C'est au bout de 5 jours de vie qu'on a eu le diagnostic d'un souffle au cœur important par la pédiatre de la maternité qui nous a fortement conseillé en fait de voir un cardiopédiatre euh, à la sortie de la maternité, donc à J5. Donc nous avons vu le cardiopédiatre qui nous a annoncé une cardiopathie très importante pour Kailis, car les deux oreillettes étaient communes, donc aucune paroi, aucune cloison entre les deux oreillettes. Euh, il y avait aussi un problème au niveau de l'aorte qui était restrictive et un troisième problème au niveau du clapet de sortie du sang. Donc, grosse cardiopathie. Et, euh, et en fait, là où on a normalement les jours les plus heureux à la sortie de la maternité, on a commencé à décliner de jour en jour en découvrant les différents symptômes. Une fois le diagnostic posé, on nous a conseillé de suivre son alimentation et sa prise de poids pendant les 15 jours qui ont suivi. Dans le même temps, on a eu des tests auditifs qui nous ont dit que potentiellement, elle n'entendrait pas. Donc, il fallait pousser les diagnostics un peu plus loin avec d'autres spécialistes. Et dans le même temps, on a revu la pédiatre qui nous a dit qu'il faudrait consulter un ophtalmo car elle voyait des choses dans ses pupilles. Et effectivement, euh, on a vu des spécialistes et l'ophtalmo nous a confirmé qu'elle avait des colobomes, donc des points blancs qui venaient affecter sa rétine et qui l'empêchaient de voir correctement. Donc, elle a 15 jours de vie et on découvre potentiellement qu'elle ne verra pas et qu'elle n'entendra pas et qu'elle a une énorme cardiopathie qui va peut-être l'empêcher de pouvoir continuer à vivre. Euh, et c'est l'ophtalmologue qui nous a posé le diagnostic du syndrome charge, qui nous a fait la relation entre tous les éléments qu'on lui a apportés. Et en fait, dans notre malheur, on a eu un grand bonheur d'avoir ces diagnostics très rapidement posés. Parce que quand on est monté à Lyon, donc vu qu'on est dans la vallée du Rhône, notre point central c'est Lyon, on est arrivé là-bas avec notre diagnostic, avec notre post-it syndrome charge. Et en fait, on a été pris tout de suite en charge par la génétique. On a passé une IRM et on a été pris en charge par tous les spécialistes nécessaires. Et grâce à eux, en fait, aujourd'hui, Kailis, elle a 2 ans. Sa cardiopathie, elle est réparée. On voit un cardiologue tous les 6 mois qui nous disent tout va bien. On est suivi par des super ophtalmos, ORL, etc. de Lyon et de Valence. Et voilà. Et notre petite fille, elle grandit bien. Et c'est une battante. Voilà. Ça, c'est sûr. Je peux en témoigner. Euh, Merci beaucoup, Hélène. Et donc, toi, Gaëlle, par rapport à la cardiopathie dont vient parler Hélène, comment l'association œuvre-t-elle pour sensibiliser le public autour des cardiopathies congénitales? Alors, nous, on a plusieurs missions dans l'association. La première mission, c'est bien entendu de soutenir les patients et les familles de patients. Et effectivement, on fait des actions également de sensibilisation pour sensibiliser au grand public, puisque aujourd'hui, il y a un chiffre qui est assez éloquent, c'est qu'un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale, ce qui est assez énorme, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime que la population adulte, par exemple, c'est à peu près 300 000 adultes avec une cardiopathie congénitale qui vivent en France. Et pourtant, quand on se parle de cardiopathie congénitale, en fait, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Il y a 50 ans, on parlait des bébés bleus. Mais on ne parle plus aujourd'hui des bébés bleus parce que ces bébés bleus mouraient il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, on parle plus de malformation cardiaque, mais moins de cardiopathie. Et nous, l'association, on fait des actions de sensibilisation. Par exemple, là, le 14 février, c'était la Saint-Valentin, mais aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Et donc, on a mené des actions et sur les réseaux sociaux avec un hashtag Je t'aime, avec le W à la place du M, puisque c'est le M monté à l'envers, qui devient un W, comme les cœurs qui sont parfois un peu à l'envers. Et puis des actions de sensibilisation sur le terrain. On était notamment à l'hôpital européen Georges Pompidou pour sensibiliser les patients de l'hôpital sur ce qu'est une malformation cardiaque avec une expo photo sur les cicatrices avec
pas mal de patients qui ont posé, qui ont été shootés pendant une année. On a une soixantaine de patients qui ont été photographiés avec leurs cicatrices et qui interpellent un petit peu le grand public sur le fait que peut-être qu'autour de nous, on a des gens qui ont été opérés du cœur à la naissance ou un peu plus tard qui sont nés avec cette malformation cardiaque. Et oui. Et donc, tu l'as dit, en fait, votre rôle est également de soutenir les familles et également les services, mais les familles face à certainement l'annonce et puis après tout le parcours qu'il y a derrière. Comment ça se passe en pratique? Nous, notre mission première, effectivement, c'est d'accompagner les patients, les familles de patients avec un réseau de bénévoles qui sont recrutés, qui sont formés pour accompagner ces patients, parfois même jusqu'à un décès, puisque malheureusement, on a aussi des patients, on a aujourd'hui 90% des patients qui atteignent l'âge adulte, mais ça veut dire qu'on a quand même encore beaucoup de décès aujourd'hui en France, malheureusement. Et notre rôle, c'est aussi d'informer les patients pour leur donner des outils d'information parce que parfois les professionnels de santé ont des langages un peu médicaux qu'on ne comprend pas. Hélène, tu confirmes? Je confirme, oui. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'association, c'est de faire le lien en fait entre les professionnels de santé et les patients. Par exemple, là, juste avant, j'étais en train de travailler avec un médecin sur l'élaboration d'une fiche d'information sur ce que c'est que la coarctation de l'aorte. Et pour donner, c'est pour ça, Hélène, que je parle de la coarctation, mais pour donner des informations et expliquer très clairement, utiliser un langage approprié pour qu'il soit compris de tous. Oui, ça c'est important hein. En tant que famille, quand on n'a jamais fait médecine et qu'on n'a jamais vraiment pratiqué les médecins, c'est vrai que je vais pas dire c'est un souci, mais c'est vrai que c'est un choc en fait quand on arrive dans le monde hyper médicalisé. Et, euh, et maintenant, en fait, au bout de 2 ans, il y en a certains que je croise qui me disent, mais vous êtes dans la profession médicale? Non, non, j'ai juste appris sur le terrain avec ma fille et les différentes terminologies que vous utilisez. Donc je me spécialise d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'est pas simple. Donc, nous, association de patients, on est là pour aider tout ce microcosme pour qu'ils arrivent à se comprendre. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui de partenariat en santé. En fait, il y a quelques années, on était dans une médecine très paternaliste, hein, c'était le médecin qui était le sachant. Et aujourd'hui, de moins en moins quand même. On parle de décision partagée. Donc, le patient est vraiment intégré dans son parcours de soins. Et donc, le rôle des associations de patients, c'est aussi ça, c'est de travailler avec les professionnels de santé pour intégrer le patient dans son parcours. Et ça va même jusqu'à, nous, par exemple, on participe à la formation des professionnels de santé sur l'annonce du diagnostic parce qu'on sait qu'un parent qui reçoit une annonce de diagnostic comme Hélène, tu as eu à 5 jours tu sors de la maternité, tu as un diagnostic comme celui-ci, c'est-à-dire que tu n'es pas capable d'entendre tout ce que le professionnel te dit en face. Non. Il y a des choses qui se passent, on est dans une espèce de sidération en tant que parent. Donc, on comprend 10% de ce que le médecin va nous dire. Et pour lui, le médecin, il a l'impression qu'on a tout compris. Donc, on est là pour les aider à comprendre ce qui se passe dans la tête du parent quand il reçoit le diagnostic, surtout à J5 en sortie de maternité, par exemple. Ou alors, pour nous, on a beaucoup de cardiopathies qui sont décelées en anténatal, ce qui n'était pas ton cas, Hélène. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de cardiopathies qui sont décelées en anténatal. Et donc, la vulnérabilité d'une femme enceinte aussi, ça peut être compliqué de l'entendre. Donc, on est là aussi, association, pour réfléchir avec les professionnels de santé à comment annoncer au mieux un cataclysme. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, nous, alors c'est l'avantage du monde pédiatrique aussi. Les professionnels de santé s'adaptent déjà beaucoup plus que des professionnels de santé du monde adulte. Et donc, par exemple, notre cardiopédiatre, il nous a fait tout de suite un dessin. Il nous a fait un dessin du cœur et avec deux couleurs, le bleu, le rouge pour le sang qui arrive, le sang qui repart. Et en fait, il nous a expliqué, vous voyez, là, en fait, le peu qui part, eh ben, il revient parce que la valve, elle est pas bonne, parce que l'aorte, elle est trop petite. Et en plus, il se remélange au milieu parce que il n'y a pas de cloison. Et une fois qu'on se dit ça, déjà, c'est plus simple. Voilà. Et pour expliquer aux grands ce qui se passait avec sa petite sœur, eh ben, on a fait le modèle du camion, en fait. Une voiture, ça a besoin d'un moteur.
Et comme nous, en fait, nous sommes une voiture et on a besoin d'un moteur pour pouvoir avancer. Et son moteur, il est très cassé. Voilà. C'est chouette, j'apprends ça. En fait, tu vois, je ne savais pas comment vous l'aviez appris à Ethan. Non, pas du tout. Et, et je me souviens en fait que voilà, tu viens de nous partager que l'opération avait eu lieu à 3 semaines, mais il y a eu tout un parcours avant et après l'opération. Tu peux nous le partager également, ça? Parce que vous êtes resté longtemps à l'hôpital. Oui, oui, oui. Alors, on est resté longtemps, donc c'était à Bron, hein, à l'hôpital Louis Pradel, où ils ont un service pédiatrique qui est normalement fait que pour les enfants, entre guillemets, qui ont une cardiopathie. Donc, il y en a de tous les âges, hein, et puis donc des tout petits comme Kailis, et des plus grands qui malheureusement sont obligés de revenir souvent pour se faire opérer. Et donc là, en fait, nous, on est venu en plus avec un autre poids qui était sa maladie génétique. Mais par contre, on a eu un monde très médicalisé. C'est bien parce qu'en fait, je voulais une grossesse hyper souple, suivie par des sages-femmes et puis des médecins et des gynécos. Bon, bah voilà, j'ai basculé après la naissance. Mais on a eu un bon suivi dans le sens où tous les jours, on avait une échographie du cœur faite par un médecin. Donc ça peut être lourd, mais en fait, ça leur permettait de faire des photos de l'évolution et de jauger le risque d'attendre un jour de plus pour l'opération. Là où c'était le plus difficile, c'était l'accompagnement pour l'anesthésiste et le chirurgien. Tout simplement parce que ils ont quand même un rôle de dire que malheureusement, on ne sait pas comment va se passer l'opération, hein. C'est quand même le moteur, comme je disais. Donc, si le moteur s'arrête, ils pourront faire tout ce qu'ils essayent de leur possible de faire. Le moteur, il s'arrêtera. Et en fait, c'est là où en fait, faut être fort dans cette annonce qui ne se veut pas enrobée de jolis mots parce qu'en fait, il faut que les parents en aient bien conscience de ça. Par contre, le point hyper positif, c'est que dans le service, il y a des psychologues pour les parents. Et donc, on a été bien accompagnés par rapport à ces annonces au fur et à mesure. Donc voilà, notre fille, elle est hyper costaud. Elle est restée 3 jours en réa, uniquement 3 jours. Et au bout d'un jour et demi, il lui enlevait déjà l'alimentation et une grosse partie des médicaments. Et donc elle a repris énormément et vite. Donc elle les a tous bluffés. Et on a pu retourner dans notre chambre de l'autre côté du couloir, dans le service, on va dire, pédiatrique classique de cardiologie. Et donc là, c'était une renaissance et donc l'accompagnement au mieux de notre petite qui venait de se faire opérer pour la faire grandir, en fait, pour qu'elle reprenne du poids, qu'elle reprenne des forces. Et, euh, et donc là, moins de suivi par des électrocardiogrammes ou par des échographies, mais toujours une présence de médecins, etc., qui étaient là tous les jours pour veiller à la reprise de poids de Caïs. On est resté 1 mois et demi à l'hôpital. Donc, une situation, je vais pas dire difficile, parce que on a travaillé ensemble avec mon mari, mais pas simple à mener quand on est près de Valence et que notre petite est à Lyon et qu'on a un grand à la maison à s'occuper. Voilà. Le sujet de la fratrie est très prégnant hein, dans les parents, au sein des parents d'enfants hospitalisés. En fait, on a envie d'être partout à la fois, d'être auprès de son enfant malade à l'hôpital, mais en même temps, il y a la fratrie à gérer aussi. Quand on a la chance d'avoir les grands-parents proches de chez soi, c'est pratique. Mais c'est vrai que le sujet de la fratrie est un grand sujet. Qu'elle s'intéresse beaucoup les hospices civils de Lyon d'ailleurs. C'est vraiment, voilà, comme je disais, hein, dans notre malheur, on a été très bien accompagnés et on a été envoyés au bon endroit. Mm. Mm. Oui, oui. Et, et toi, Gaëlle, en fait, tu disais
que juste avant voilà, l'enregistrement de ce podcast, tu étais avec un médecin pour mettre en place différentes choses. Comment ça s'organise avec l'association pour tout coordonner et les patients et leurs familles et le monde médical? Comment tu fais? Alors déjà, on a un réseau de bénévoles parce qu'une association sans bénévoles, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment le plus précieux d'avoir un réseau de personnes, de l'humain. C'est vraiment une belle famille. Donc on a des bénévoles, par exemple, sur Lyon qui vont à l'hôpital faire des visites à l'hôpital. Peut-être qu'ils ont vu Kailis à un moment donné. Je Et, sais, je sais. et donc ça, c'est vraiment le terrain, c'est-à-dire les bénévoles qui vont aller accompagner les patients, les familles de patients à l'hôpital. Et après, donc ça, c'est l'individuel. C'est vraiment l'accompagnement individuel qu'on peut apporter. Et après, il y a le collectif, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en termes d'activité qui va aller dans l'intérêt collectif, l'intérêt général. Et donc là, c'est notamment tous ces sujets d'information du patient, de partenariat en santé, de participation au programme d'éducation thérapeutique du patient, par exemple, de sujets de plaidoyer pour défendre les droits des patients. Par exemple, là, on a participé à un collectif pour permettre d'obtenir la suppression du questionnaire médical pour les prêts de moins de 200 000 euros. Ça, on l'a fait avec d'autres associations. Et tout ça, pour répondre à ta question, c'est porté par le siège de l'association. Et on a cette chance d'avoir aujourd'hui des salariés, une équipe de salariés qui permettent au quotidien justement d'œuvrer sur ces sujets. Parce que si on n'avait pas de salariés, c'est certain qu'on n'irait pas aussi vite, qu'on n'aurait pas cette force de frappe. Moi, je passe ma journée en réunion avec des médecins pour travailler sur différents sujets, avec des institutionnels ou avec le ministère, avec les ARS, pour travailler sur améliorer la prise en charge de ces patients. Là, j'étais ce matin en rendez-vous en début d'après-midi avec les équipes de l'UTEP des hôpitaux civils de Lyon. Donc, on travaille vraiment avec toutes les structures hospitalières aujourd'hui qui font de la cardiologie pédiatrique écran génital. Il y en a 23 en France. Donc, ça fait beaucoup de structures hospitalières à accompagner dans leur démarche d'accompagnement du patient et dans l'amélioration du parcours de soins. Donc voilà, on travaille en équipe, on essaye de collecter. Moi, je fais des points réguliers avec les structures hospitalières pour collecter leurs besoins et leurs projets. Lorsqu'ils ont des besoins de financement de matériel, ça a été le cas à Lyon. Ils ont refait le service il y a quelques temps. Oui. Tu l'as vu? Ouais. Ah oui, oui. On a participé à tout le réaménagement non seulement dans la matière grise, c'est-à-dire que les cadres et les infirmières nous ont sollicité pour nous dire, voilà, donnez-nous votre point de vue d'usager, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les parents vivent quand ils sont dans notre service, de quoi ont-ils besoin? Et puis après, évidemment, on les a aidés à financer, puisque l'hôpital finance bien sûr un hôpital, une structure neuve, mais tout ce qui n'est pas essentiel à la prise en soins, c'est plutôt l'associatif qui va le financer. Donc, nous, on vient financer du matériel non médical, ou par exemple, on finance des ateliers bien-être. Par exemple, à Lyon, on finance des ateliers bien-être, soit pour les soignants ou pour les parents. Oui, c'est vrai, je l'ai vu ça. Tu n'as pas bénéficié de ça, Hélène? Non, je n'avais pas forcément le cœur à faire ça. Oui, mais pourtant, on pousse les parents à prendre du temps pour soi, pour être disponible après et recharger les batteries pour être auprès de son enfant en meilleure forme. C'est 20 minutes de temps pour soi pour redevenir l'espace d'un instant Hélène et pas seulement la maman de Kailis. Parce qu'à l'hôpital, en fait, on n'est plus Hélène. Moi, je me souviens, on m'appelait pas Gaëlle, Ah oui, non, on non, m'appelait non, la maman de Balthazar. maman. Oh, la maman de Balthazar. Et donc, à un moment donné, on est dépossédé de sa propre identité quand on est à l'hôpital. C'est vrai. Donc, de prendre du temps pour soi et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je prends 20 minutes et on va me masser le dos, et ben, ça fait du bien de prendre du temps pour soi. C'est vrai. C'est vraiment un joli message pour tous les parents en fait qui, Mhm. avec des enfants atteints de maladie ou pas forcément, mais même en maternelle, je me souviens, j'étais la maman de mes enfants, mais pas forcément moi. Donc oui, oui, c'est un beau message pour tous les parents. Ne vous oubliez pas. Euh, Par rapport au parcours de l'association, donc tu expliques toutes les réalisations. Est-ce qu'il y a des défis en fait que vous avez besoin de surmonter ou que tu as surmonté, mais où tu auras besoin d'aide, par exemple, des gens qui nous écouteraient? Oui, il y a un grand défi aujourd'hui sur la cardiologie pédiatrique et congénitale et on est très en retard en France et enfin, on commence à rattraper un peu le retard. C'est le sujet du développement de l'enfant.
La France aujourd'hui a une façon de fonctionner. Et Hélène, toi qui es confrontée justement à une pathologie, un syndrome qui concerne plusieurs organes, tu le perçois certainement. On est sur du mono-organique. C'est-à-dire que, ah bah, je t'entends rire. On a un problème à l'oreille, on va avoir un ORL. On a un problème aux yeux, on va avoir un Tellement. ophtalmo. Ouais. On a un problème au cœur, on va avoir un cardio. Et en fait, il n'y a pas de prise en charge multidisciplinaire. Et du coup, le coordinateur de soins, c'est le parent. Sauf que le parent n'a pas forcément les compétences, l'énergie, le temps, les moyens de pouvoir gérer ce rôle de coordinateur de soins. Et donc, nous, aujourd'hui, on milite un petit peu puisqu'on s'est rendu compte, en épluchant la littérature étrangère, que ces enfants nés avec une cardiopathie congénitale avaient 50-70 fois plus de risques de développer des troubles du neurodéveloppement. Il y a plusieurs facteurs de risque, hein, notamment la chirurgie dans les premières semaines de vie. Et ces enfants ne sont absolument pas pris en charge aujourd'hui, alors que, par exemple, la population des prémas, c'est le cas. Donc, nous, on s'est bataillé déjà auprès de la population des cardiologues congénitalistes pour que, déjà, eux l'acceptent, acceptent ces données scientifiques et acceptent d'en parler aux familles, parce qu'on avait des familles qui nous appelaient, qui nous disaient, mon enfant est un peu compliqué, un peu différent, on sent qu'il y a une difficulté à l'école, notamment, souvent à l'entrée au CP. Et donc, on a commencé à investiguer et finalement, aujourd'hui, on réussit, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle tu es, Hélène, on a réussi à faire intégrer ces enfants dans les réseaux de périnatalité, dans les réseaux de suivi des enfants vulnérables, comme les prématurés. Ces réseaux de suivi ont accepté, depuis 3 ans, d'intégrer les enfants nés avec une cardiopathie congénitale. Donc ça, c'est vraiment des enjeux majeurs pour nous. On se rend compte qu'un enfant qui naît avec une malformation cardiaque, il est traité pour son cœur, mais tout le reste de son développement n'est absolument pas considéré. Et c'est un problème très français, je crois, hein. Aujourd'hui, partout, dans beaucoup de pays dans le monde, au Canada, aux États-Unis, par exemple, il y a des cliniques de neurocardio, alors qu'aujourd'hui, quand on a un problème au cœur, on va se faire suivre dans un hôpital de cardiologie. Il n'y a pas du tout la prise en charge neurodéveloppementale qui va avec. Non, tout à fait, là, je confirme. Nous, on a poussé un peu pour voir s'il y avait un besoin neurologique, de faire un dépistage neurologique, on va dire. Il n'en a jamais été question. On ne nous l'a jamais proposé et on nous a dit, bah, écoutez, on n'en voit pas l'utilité aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, mais tu as raison en fait, Gaëlle. Alors moi, je vois ça un petit peu de l'extérieur en tant que proche aidant, mais quand on va chez les spécialistes, chacun voit sa partie du corps qui l'intéresse et ça mériterait. Alors il y avait le généticien par un moment qui devait coordonner tout parce que il y a quand même une maladie rare, c'est une chance dans ce cas-là, mais je l'ai pas vraiment vu en tant que présence à nos côtés et c'est surtout toi qui, avec ton mari qui coordonnait beaucoup de choses et tu as raison Gaëlle, en fait il y aurait une synergie au niveau de tous ces médecins qu'on croise, qu'on voit, enfin voilà, on gagnerait avec l'intelligence collective, avec beaucoup de choses, hein, voilà, hein, ça fait beaucoup. Ouais, mais moi, je pousse, s'il y a besoin, Gaëlle, de pousser dans ce sens. Non, mais c'est tout bête, une micro-réunion, comme on dirait dans le monde de l'entreprise, où tout le monde se met autour de la table et on parle du même sujet. Et peut-être que, comme dit Cathy, on aurait des idées qui viendraient autour de la table en se disant, bah oui, on n'a pas vu les problèmes neurologiques. C'est vrai que, ah bah oui, mais si en fait, machin, enfin, voilà, on se poserait ensemble, euh, toutes nos professions médicales rassemblées, et peut-être qu'on aurait une nouvelle opportunité de suivi pour Kailis et pour tous les autres enfants, effectivement. Mm. Donc, Ça, je je suis. t'accompagnerai dans ce défi. Si- Super. On va se rappeler rapidement alors, Voilà, Hélène. Avec plaisir. je reste dans la boucle. Parfait, tu l'as bien dit, Catherine. Euh, je continue juste par rapport au gardien du temps et je sais que Hélène a un temps limité. Là, par rapport en fait à l'association, nous on l'a découverte 1 an après l'opération du cœur de Kaelis. Je l'ai découverte
par Gandhi, qui est une plateforme en fait de dons. Mais dans le cas en fait d'une personne qui est opérée à cœur ouvert, enfin plutôt d'un enfant. Alors, je dis une personne, mais peut-être que vous accompagnez aussi les adultes qui Oui, viennent, voilà. oui. Il y a quoi comme soutien vraiment en pratique? Il y a bonjour, vous venez d'être opéré, comment ça se passe en fait? Nous, on a coutume de dire que notre baseline, c'est au rythme de la vie. C'est-à-dire qu'on va être là au moment où le patient ou sa famille en a besoin. Et puis peut-être qu'après, il n'aura plus besoin de nous et c'est tant mieux. Et puis peut-être qu'après, il aura une période un peu plus difficile et va revenir vers nous et on sera toujours là, enfin, je l'espère. Donc on est vraiment, c'est pas nous qui allons. Alors on fait des visites dans les hôpitaux, on précise qu'on est là, mais on ne va pas imposer à un patient qui vient de se faire opérer de venir discuter avec nous. Enfin, moi, j'ai fondé l'association avec mon mari, mais si à l'époque de l'opération de mon fils, quelqu'un était venu dans ma chambre en tant qu'association pour me dire, ah, vous voulez qu'on papote? Mm. Je lui aurais dit non, ce qui est très contradictoire avec ce que j'ai réalisé. Mais en tout cas, j'étais dans cette espèce de bulle où j'avais besoin de me préserver et je ne souhaitais absolument pas en discuter avec d'autres parents. Donc en fait, chacun est très différent dans sa perception de ce qui se passe au moment de l'hospitalisation. Et du coup, nous, on dit, on est là. Si vous avez besoin de nous, on reste disponible. Moi, par exemple, là, j'ai une maman qui va accoucher demain. Ben, je vais lui envoyer un petit message demain parce que je la suis depuis sa grossesse. Je vais lui envoyer un petit message demain pour lui souhaiter une belle rencontre avec son bébé. Et si elle a besoin de moi, ben, je passerai la voir à l'hôpital. Mais, mais on n'est pas du tout intrusif, on ne souhaite pas l'être. On est là s'il y a besoin, mais s'il n'y a pas besoin, bah, nous, et puis des fois, j'ai des super anecdotes. Par exemple, j'ai une famille une fois qui nous a envoyé un petit message, c'était trop mignon. En fait, on offre des peluches aux hôpitaux. On a un partenariat avec une grande marque de peluches qui nous donne des peluches. Et on avait laissé un stock de peluches à un hôpital. Et cette maman qui venait de la Réunion nous a envoyé un mail 8 mois après l'hospitalisation de sa fille. Elle était venue de la Réunion pour se faire opérer, enfin pour faire opérer sa fille à Paris. Et elle avait oublié le doudou de sa fille chez elle dans la précipitation. Donc, quand elle est arrivée à l'hôpital à Paris, on lui a remis une peluche. Et cette peluche était très colorée. Et elle nous a envoyé un petit message en nous disant, je ne vous connais pas, mais par contre, grâce à vous, on a eu une peluche. Et je peux vous dire à quel point ça m'a fait tellement de bien d'avoir cette peluche. Donc, en fait, des fois, on n'a pas besoin d'être, je dis toujours aux bénévoles, vous savez, on n'a pas besoin des fois d'avoir un contact privilégié et humain avec la personne, mais de ramener des peluches et de les laisser à l'hôpital pour que les infirmières puissent les offrir si jamais il y a besoin à un moment donné, c'est déjà beaucoup. C'est souvent des petites actions qui, à ce moment-là de vulnérabilité qui est l'hospitalisation, qui font que rien que de savoir que l'association existe, on a plein de patients qui nous disent on ne vous a pas contacté au moment de l'hospitalisation, mais on savait que vous étiez là. On a un forum de discussion sur Facebook où les gens peuvent venir discuter derrière leur téléphone sans forcément être en contact avec quelqu'un parce que c'est dur de faire la démarche de prendre son téléphone et d'appeler un bénévole. Donc, d'être derrière un écran quand on capte à l'hôpital, c'est plus facile. Donc, il y a plusieurs façons d'être accompagné par l'association. Il n'y a pas une bonne pratique. C'est vraiment très variable en fonction des envies de chacun. Oui, oui, ça peut être vraiment un accompagnement enveloppant ou simplement une petite graine que vous aurez posée sur le chemin. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Et, euh, et toi, en fait, Hélène, par rapport à tout ce que tu nous as déjà partagé, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment le syndrome charge a affecté votre vie quotidienne et celle de Kaelis, juste pour voilà, donner un cadre aux personnes qui ne connaissent pas vraiment le syndrome. Je passe à 80%. Mhm. On a 4 rendez-vous hebdomadaires de suivi, 2 rendez-vous orthophonie, un rendez-vous kiné et un rendez-vous avec une psychomotricienne dans un centre médico-social qui s'appelle un CAMS à côté de chez nous. C'est des rendez-vous trimestriels avec un ORL, avec un cardiologue, avec un ophtalmo, tous les ans avec un généticien. C'est un quotidien plus compliqué
amené avec un enfant qui met beaucoup plus de temps qu'un autre à se développer, à atteindre sa motricité physique et neurologique, du fait de ses déficits sensoriels, du fait d'avoir eu un cœur qui a été réparé, que ça prend plus de temps, tout, en fait, tout prend plus de temps. Euh, il a fallu déjà que son corps se réadapte à la réparation du cœur. Donc forcément, chez un nouveau-né, ça prend du temps. Donc la motricité a été impactée. Aujourd'hui, à l'âge de 2 ans, elle ne se déplace pas toute seule. Elle marche, mais avec notre aide. Hum, L'idée, normalement, sur cette année, on pourrait avoir un objectif de qu'elle marche seule. Les médecins sont assez confiants. Et en tout cas, on fait tout pour que ça soit possible par le biais d'un appareil auditif, par résonance osseuse, par une adaptation de ses lunettes qui lui permettrait d'avoir un équilibre qui aujourd'hui est très précaire parce que impacté dans son cerveau. Ça, c'est le problème de la maladie génétique. Donc, un accompagnement plus soutenu pour un enfant qui demande à être aussi grande que les autres, à être aussi performante que les autres, mais qui a un corps qui ne veut pas lui donner ça, en fait, aussi vite que les autres. Donc, forcément, c'est un peu fatigant, mais, euh, mais, mais elle fait tellement d'efforts que nous, on l'aide au mieux qu'on peut au quotidien. Mais ça a impacté effectivement notre vie de famille. Mhm. Et après, on a nos familles qui sont là, qui nous soutiennent, qui viennent régulièrement nous donner un coup de main. Toi, par exemple, Cathy, qui vient une semaine en tant que proche aidante pour nous aider dans notre quotidien et prendre le relais. Voilà, il y a des solutions qui existent et on sait des fois en profiter. Je dis des fois, parce que des fois, c'est pas simple aussi, comme tu disais, Gaëlle, d'aller voir des associations pour se faire aider. Il faut passer le cap. Oui, oui. Et c'est vrai que, alors oui, oui, je viens vous aider, mais je viens surtout profiter d'elle, en fait. C'est totalement intéressé, hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais oui, ça, je me doute. Et c'est vrai qu'en fait, le syndrome Charge, je ne sais pas s'il y a des détections in utero, mais on sait qu'il y avait une association pour Charge il y a quelques années en France, et pour l'instant, il y a plus rien. Mais si des personnes nous écoutent, euh, quel message t'aimerais leur partager? Alors, je sais que chaque enfant qui a le syndrome Charge est différent, je le sais, mais par rapport à toi en tant que maman ou en tant que famille, qu'est-ce que tu aimerais leur partager comme message? Hum, on est surpris par nos enfants, en fait, qui nous montrent toute leur force, qu'ils ont de l'envie. Et en fait, je ne sais pas si c'est le cas de tous les enfants qui portent ce syndrome, mais notre petite fille, elle nous le montre chaque jour, grâce à son sourire. Et donc, je sais qu'il y en a de nombreux en France, des personnes atteintes du syndrome Charge, même si c'est une maladie génétique rare, euh, on est nombreux. Donc, un message, ce serait juste de se dire, il faut pas baisser les bras. Euh, alors, voilà. Nous, on n'a pas un cas le plus complexe. Elle s'alimente normalement, avec difficulté, mais normalement. Elle respire normalement. Et donc, ça, c'est les deux fondamentaux qui font que on a peut-être plus de chances que d'autres familles qui ont un syndrome de charge euh, chez un de leurs enfants. Mais, euh, mais voilà, c'est de l'énergie et en fait, il faut en profiter au quotidien. C'est des points d'interrogation en permanence, comme toute maladie, mais encore plus celle-ci, parce qu'en fait, même si tout est livré avec le bébé à la naissance, on ne sait pas comment il va se développer, ce bébé. Et oui, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de fatigue, mais on voit que chaque jour suffit sa peine, comme on dit, et on voit les progrès qu'elle fait, et ça, c'est génial. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Mm. Oui, oui. C'est tout à fait ça, c'est garder l'espoir. Et pour moi, en fait,
Kaelis, c'est vraiment le modèle de volonté. Parce que après tout ce qu'elle traverse, et il suffit en fait de mettre des lunettes pour avoir à peu près l'impression de voir comme elle, de se mettre des casques pour avoir à peu près l'impression d'entendre comme elle, de se dire qu'elle a eu une opération à cœur ouvert, qu'elle a des problèmes d'équilibre. Mais quand on voit que chaque jour, elle y retourne et elle y retourne, mais voilà, c'est vraiment un modèle de volonté. Et nous, adultes, de temps en temps, bah, on baisse les bras pour moins que ça, quoi. Donc oui, c'est super beau comme message. Merci beaucoup. Et on arrive doucement à la fin de cette interview. Toi, de ton côté, Gaëlle, comment les auditeurs pourraient soutenir au mieux ton association et contribuer à sa mission? La plus belle des choses qu'on puisse offrir à une association, c'est son temps. Le temps, ça n'a pas de prix. Le temps, c'est précieux pour tout un chacun. Donc, on recherche des bénévoles, évidemment, des bénévoles qui sont concernés et qui vont vouloir. Et on a beaucoup de bénévoles qu'on a aidés et qui maintenant, du coup, nous rendent, entre guillemets, l'appareil, qui ont envie de faire la même chose. Et puis des bénévoles qui ne sont pas concernés, des retraités notamment. Qui viennent nous aider, par exemple, ici dans nos bureaux pour venir faire de la compta, parce qu'il faut aussi faire de la compta quand on a une association. Donc voilà, on a besoin de bénévoles. Et puis bien sûr, on a besoin, comme toute association, d'argent. On a besoin de dons. Ça peut être des dons financiers, mais ça peut être aussi des dons produits. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui nous font des dons produits, qui nous donnent des invendus et qu'on va pouvoir redistribuer dans les hôpitaux, par exemple. Donc ça, c'est aussi précieux. Voilà. Et moi, je voudrais, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais là, Hélène, moi, il y a une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup qui est la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Mm. C'est exactement ça. Un enfant qui naît avec un syndrome génétique comme celui-ci et qui, en fait, il fait preuve de tellement de résilience parce qu'il est obligé de s'adapter au quotidien. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est en fait, bah oui, il faut faire avec. Donc, on va faire avec. La pluie est là, mais on danse quand même, quoi. Exactement, oui. Mm. Ah, j'aime beaucoup. Oui, oui. Ça, c'est totalement un message d'espoir aussi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ma marque de fabrique. Habituellement, je propose toujours aux personnes que j'interviewe une petite phrase qui garde motivée. Alors, ça peut en être une, mais est-ce que vous en avez une pour vous? Alors, nous, au sein de l'association, mon mari, avec qui j'ai fondé l'association, a imaginé une petite phrase sur les cardiopathies congénitales. C'est naître avec une cardiopathie congénitale, c'est commencer sa vie par un combat sans autres armes que la force et le courage de celui qui n'a rien vécu. Ah, c'est beau. Waouh. Ah oui, j'adore. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est, Je connais une bénévole qui se l'est fait tatouer sur le bras. Hein. c'est une... Je te la laisse, Hélène. Écoute, vraiment, Ouais, tu peux l'adapter pour le syndrome Charge. ouais, tout à fait. Merci. Ben, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Je vais commencer par toi, Gaëlle. Merci beaucoup pour cette association, pour tout ce que vous faites pour les familles, pour les services en cardio, pour tout ce que vous mettez sur pied. Donc, si vous avez bien écouté, et vous pouvez donc donner des dons en argent, des dons en produits, votre temps en tant que bénévole support, bénévole auprès des familles, et mettre à la disposition de l'association votre réseau, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut aider l'association. Et je dirais que si vous n'avez pas tout ça pour le moment, eh bien likez, partagez, redistribuez tous les posts de l'association, ce podcast. Faites connaître cette association parce que c'est super important d'accompagner les familles quand un petit bout de chou comme ça doit se faire opérer et qu'on est bien démunis à ce moment-là. Et pour nous, en tant qu'oncle, tante, famille, pour épauler les parents et puis pour les parents d'accompagner leur enfant qui se retrouve un petit peu sans leur aide en fait alors qu'il est tout petit. Donc merci beaucoup Gaëlle pour cela. Et, et aussi, merci à toi, Hélène, parce que tu l'as dit, c'est pas facile de faire le pas vers des associations
Et tu as fait un pas là, c'est-à-dire que tu es venu témoigner et je trouve ça super. Merci beaucoup. Heureusement qu'on n'a pas la vidéo parce que j'ai les yeux qui commencent à rougir. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour ces partages et je vous souhaite vraiment une belle continuation et on va rester en contact, Gaëlle, parce que voilà, on a pris notre tour pour faire avancer les choses aussi. Merci Catherine, et merci Hélène pour ton témoignage. Merci à toutes les deux et merci pour l'initiative, Kat. Avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.